Allez, il est grand temps maintenant de recevoir la dernière invitée de cette soirée. Il s'agit en l'occurrence de Sabine et on l'accueille sur les ondes. Bonsoir Sabine. Bonsoir Jérémy. On est ravis de vous avoir parmi nous sur les ondes de Variance FM, c'est un plaisir. Oui, moi aussi, je suis ravie. Eh bien écoutez, à vos côtés, on va parler de raku. Alors forcément, ce terme suscite l'intérêt de pas mal de monde parce que peu de personnes savent ce que cela signifie. J'ai donc plein de questions moi aussi à vous poser. C'est pour commencer, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans la création et pourquoi avez-vous choisi le raku? Oh, alors, ça remonte à vraiment très loin parce qu'en fait, je crois que déjà jeune, j'aimais bricoler, faire des choses créatives de mes mains. Et puis, quand j'ai fait mon cursus scolaire, après le bac, je suis allée dans une école d'art. Je suis allée aux Beaux-Arts de Saint-Étienne parce que je voulais justement me lancer dans le monde artistique et dans plutôt la création d'illustrations, de livres pour enfants. Et puis, à la fin de mon cursus des Beaux-Arts, j'ai eu la chance de faire un stage chez une céramiste et ça a basculé sur le monde de l'artisanat et de la création avec la terre. Et avec la terre, je pouvais allier ce côté dessin, raconter des histoires et créer des pièces en volume. Voilà. C'est un peu tout mon parcours, mais je ne saurais pas dire à partir de quand exactement cette envie artistique est née, parce que je crois que je l'ai toujours un peu eue. D'accord. Alors vous avez choisi de vous spécialiser dans le raku. D'où vient Oui. cette technique et en quoi consiste-t-elle? Alors le raku, c'est une technique qui est japonaise à l'origine. C'est une technique qui date du XVIe siècle, qui était liée exclusivement à la cérémonie du thé, qu'on connaît bien au Japon. À un moment, elle est arrivée en France par les Anglais et du coup, nous, ça a été plus le côté technique où on va sortir les pièces très chaudes, encore chaudes du four et on va les plonger dans de la sciure pour les enfumer. Ça crée des chocs, ça crée des effets. Et donc, du coup, c'est pas l'influence première qui était au Japon, mais c'est maintes expériences au cours des différentes années et des potiers qui l'ont amené en France, que c'est devenu une technique où on sort les pièces très chaudes du four, on crée un choc thermique sur ces pièces. Donc ça crée des petites fissures sur les pièces et j'aime dire moi qu'elles chantent, je l'entends quand je sors mes pièces du four, j'entends un petit bruit, j'entends et je sais qu'elles sont en train de craqueler, les mailles se craquellent et après je vais les plonger tout de suite dans de la sciure de bois, alors plutôt du feuillu parce que c'est ce qui brûle mieux et qui fait moins de traces que les résineux. Et ça permet de noircir ces petites fissures qui se sont créées. Et quand je sors ces pièces à nouveau de la sciure et que je les plonge dans l'eau, ça arrête le procédé de cuisson et ça donne tous les effets magiques que j'ai pas pu contrôler, qui sont imprévisibles. Alors des fois j'ai beaucoup craquelé, des fois j'en ai peu. Et c'est ça la magie du raku, c'est ce côté imprévisible. Le raku, on dit souvent, c'est le bonheur dans le hasard. Et j'aime bien ça, c'est que j'ai maîtrisé, moi, la forme, j'ai maîtrisé, entre guillemets, la couleur que je voulais mettre. Et il y a une part entre le feu, l'air et l'eau qui va révéler la pièce. Mais après, je suis que la spectatrice, c'est plus moi qui décide de comment ça va réagir. D'accord, donc en fait, l'avantage du raku par rapport à la céramique traditionnelle, c'est ce côté imprévisible en fait. Oui, c'est ce côté imprévisible que moi j'aime parce que j'aime ce côté-là, ne pas maîtriser tout jusqu'à fond, laisser une part à la pièce de faire sa vie. Et du coup, oui, c'est ça, c'est l'imprévisible. Une cuisson plus traditionnelle comme le grès, la porcelaine, on peut avoir des petits effets qui sont pas, qui arrivent comme ça, mais on a quand même une cuisson qui est bien établie et normalement, quand on a décidé quelque chose, quand on va enfourner, on sait que le résultat final, il sera comme ça.
D'accord. Moi, j'ai toujours une part, les craquelés, j'ai des fois 2 pièces que j'ai faites à l'identique, que j'ai émaillées à l'identique. Et bien, à la sortie du four, elles vont être différentes parce qu'il y en a une, peut-être, elle aura beaucoup de craquelés et l'autre, elle en aura très peu. Et pourtant, c'est le même émail et c'est la pièce, elle a été posée dans le four, alors forcément pas au même endroit. Donc, l'endroit aussi des pièces posées dans le four, forcément, a une influence. D'accord. Alors, vous parlez de craquelure. Est-ce qu'il arrive de temps Oui. en temps que la pièce se mette complètement à fissurer ou même à casser Ah, lors de la cuisson? oui, alors je vous disais, elle chante, donc on l'entend quand on la sort du four, ça fait ce petit bruit là de clic, clic, clic. Et des fois on entend un petit clac plus sec, et là on se dit, ah, ça veut dire qu'il y a eu une fissure, mais qui a vraiment fêlé la pièce. Et ça peut arriver parce que je sors les pièces à 960 du four à température extérieure. Donc il y a quand même un gros choc thermique sur cette pièce. Et suivant la période, si c'est en été, le choc est un peu moins grand, mais il est quand même conséquent. Il fait pas, on peut avoir des 35 degrés en plein été, mais on n'a jamais plus haut. Donc forcément, il y a une différence de température. Oui, c'est sûr. Et puis Et par rapport à vos 900 degrés dans le four, il y a oui, quand même une sacrée différence. c'est ça, c'est insignifiant. Et puis c'est surtout aussi s'il y a de l'humidité dans l'air, si souvent, alors moi en général mes cuissons raku, je les fais pas en période d'hiver. Mes dernières cuissons là étaient mi-novembre. Et là, j'ai pas encore commencé mes cuissons raku. Je vais sûrement les commencer soit à la fin du mois, soit début avril. D'accord. Parce que j'attends que bon, alors là, on peut pas dire aujourd'hui il faisait beau, mais il y a des jours un peu plus frais, donc c'est un peu délicat. Mais là, ça commence à être voilà la bonne période où on peut faire les fours parce qu'en plein hiver, il y a beaucoup plus de casse. Et oui, J'ai eu fait les j'imagine. premières années, l'expérience fait que je le fais plus, mais les premières années, des fois, je faisais des cuissons, vraiment en plein froid, ou des fois il y avait la neige autour. Je sais ouh, parce que les cuissons se font dehors, donc du coup, c'est quand même, voilà, on est tributaire du temps Et oui, et de bien la sûr. météo et voilà de l'hygrométrie qu'il y a dans l'air et tout ça. Ouais. D'accord. Tout joue sur la pièce. Et alors, quel type d'objet réalisez-vous avec le raku? Est-ce qu'il s'agit uniquement d'objets plutôt décoratifs ou que l'on peut plutôt utiliser dans la vie courante également? Alors, c'est plutôt des objets décoratifs. Mais moi, j'aime qu'ils soient dans la vie courante. Alors, en termes d'objets, je fais beaucoup d'objets, je fais beaucoup de boîtes parce que j'aime bien les contenants et c'est des petites maisons, c'est des objets où on peut mettre plein de choses dedans. Et ben, une boîte, elle peut servir à plein d'endroits différents dans la maison. Ça peut être dans la cuisine pour mettre du thé, du sucre, des aliments secs. Et puis bon, j'ai des dessous de plat, j'ai des petites tasses, j'ai des petits plats de service pour quand on a fait un bon gâteau, on peut présenter ce gâteau dans un joli plat. Et, euh, et après, oui, c'est quand même plus décoratif parce que bon, j'ai beaucoup de boîtes. Et après, j'ai tout un univers autour de la maison euh, que je décline dans différentes versions. Donc là, c'est vraiment que décoratif, il n'y a pas de fonction. D'accord. Et alors, quelles sont les thématiques que l'on retrouve le plus fréquemment dans vos créations? Eh ben, c'est la boîte, toute forme de boîte et la maison. Parce que la maison et le paysage. Mon atelier s'appelle Terre de Lune parce que quand j'étais aux Beaux-Arts, justement, j'avais travaillé en illustration sur le thème de la Lune, voilà, une histoire autour de la Lune. Et donc, quand je me suis installée, j'ai rallié les deux, la Terre à ma Lune. Et, euh, et donc, le paysage et la maison, on peut se raconter plein d'histoires. Et donc, je raconte des histoires avec les maisons par un autre biais. J'ai pas un livre, mais c'est presque un livre parce que quand on l'a chez soi, j'aime bien que les gens se racontent leurs petites histoires et voilà et se donnent créent un univers autour d'une pièce et du coup c'est ça qui est intéressant. C'est un livre ouvert. D'accord, d'accord. Et alors, est-ce qu'il y a des formes ou des couleurs qui sont également un petit peu récurrentes? Ah, alors j'utilise toutes les couleurs possibles. En fait, je voulais pas me réduire à une gamme colorée. Alors j'ai mes couleurs de prédilection, hein, c'est sûr, mais j'utilise toute la palette entière.
D'accord, ah Alors oui. mes couleurs préférées, ça va être les verts, ce qui explique voilà le paysage, la maison et tout ça autour. Mais j'utilise toutes les gammes, des gammes de bleu, des gammes de jaune orangé, des gammes de rouge rosé et toutes les gammes de vert. Et D'accord. même des bruns, chocolat, voilà. Et est-ce qu'il vous arrive de vous servir d'autres matières que de la céramike dans vos créations? Ah oui, j'aime beaucoup. Alors, quand je façonne, j'utilise moi des petits rouleaux de brodeuse que ma grand-mère utilisait voilà, quand elle brodait des petites choses. C'est des petits rouleaux de feston, donc moi je les imprime sur ma terre, ça donne des motifs, mais j'aime aussi utiliser en fait tous les vieux objets parce qu'ils racontent des histoires. J'aime bien l'idée que voilà un vieil objet qui semble un vieux clou tordu ou j'ai utilisé il y a quelques années, là j'en ai plus, mais des fers à bœufs. Je faisais des oiseaux avec des gros fers à bœufs et parce que j'aime bien cette idée qu'une pièce qui n'a plus de fonction ou n'a plus d'utilité dans notre vie quotidienne, et ben en fait elle a peut-être une fonction autre dans un autre univers et il faut essayer de l'intégrer. Donc j'utilise beaucoup du métal, voire du fil de fer et je crée là en ce moment je fais pas mal aussi de petites choses. Je dessine avec le fil de fer et je fais des tableaux autour de la terre et du fil de fer. Donc ça me permet de raconter des histoires d'une autre façon. Et après, du bois, du bambou, tout est source d'inspiration. Les brocantes sont un univers, je suis une cueilleuse ou une récolteuse. J'aime bien ramasser des petites choses et après, quand j'ai un petit tas, je me dis, ah tiens, qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec ce petit tas de petits clous, des fois des clés, des... il y a plein de choses inimaginables qui, en ouvrant les yeux, on se dit, tiens, ça pourrait me servir à quelque chose. D'accord. Alors ce ne sont pas des objets que vous incluez physiquement, mais qui vous servent plutôt Non. du coup à faire des formes, des motifs en fait. Alors, ça dépend. Par exemple, les petits clous, je les intègre dans... Alors, je les fais pas cuire dans la boîte, mais ça me sert de anse pour une boîte. Ça peut me servir... voilà, les fers à bœufs, ben, je faisais des oiseaux et j'insérais après les fers à bœufs pour faire les pattes des oiseaux. Euh, D'accord. mais ça crée pas le motif sur la pièce, mais ça crée, voilà, ça fait partie de la pièce à la fin. D'accord. Eh bien, chers amis auditeurs, en tout cas, si vous pensez avoir un objet qui ne vaut plus un clou, c'est le cas de le dire, eh ben, Oui. n'hésitez pas à le transmettre à Sabine. Peut-être qu'elle s'en servira dans ses créations en raku. Alors, est-ce que vous avez déjà pensé éventuellement à associer votre technique avec celle d'autres artisans? Parce que j'imagine que le raku peut aller avec beaucoup d'autres choses en fait. Alors ça m'est arrivé il y a quelques années de ça, j'ai eu un coutelier qui faisait du damassé et qui faisait justement des couteaux japonais et qui m'avait demandé de faire des manches justement en raku. Donc j'avais travaillé avec cette personne et là récemment j'ai eu un monsieur dans le Jura que je l'ai eu qu'au téléphone. Hein. On ne s'est pas rencontrés physiquement, mais c'est un autre collègue qui a donné mes coordonnées et qui voulait faire des dessous de plat et donc c'était un tourneur sur bois. Et donc je lui ai fait des pièces à insérer sur ces pièces à lui. Donc c'est D'accord. intéressant, oui, c'est intéressant comme travail aussi d'intégrer différents univers. Voilà, ça demande de parler ensemble et de créer quelque chose à quatre mains. C'est chouette. Bien sûr, tout à fait. Puis le raku, c'est quelque chose d'original pour le coup. Mm. C'est une technique qui change un petit peu et qui permet de voir d'autres choses aussi, hein, parce que la Oui. céramique traditionnelle, c'est bien également. Mais là, le raku, c'est tout autre chose hein, pour le coup. Ah oui, oui, c'est complètement différent. Après, les deux se complètent, c'est intéressant, mais c'est vrai que bon, alors moi j'ai un univers qui est vraiment voilà particulier. Je viens pas d'une école de céramique, donc je viens d'une école d'art, donc ça, je pense que ça change aussi ma vision des choses. Et puis travailler toute la couleur avec autant de couleurs, ça aussi c'est il y a peu de céramistes qui utilisent voilà toutes les couleurs. En tous les cas, en utilitaire, souvent ils sont dans une gamme ou deux gammes de couleurs, mais ils n'ont pas tout l'arc-en-ciel comme j'ai quoi. D'accord. Alors, vous parliez il y a quelques instants de votre vision des choses. Justement, quelles Oui. sont vos sources d'inspiration? Où puisez-vous vos idées finalement?
Pouf, alors, ma tête en est gorgée, des fois il y en a trop, mais ça peut être des fois juste la vie quotidienne, on se promène, alors on se promène en pleine nature et il y a des fois un arbre, une graine qui donne des envies, ou il y a aussi l'inspiration de quand on voyage. Alors j'aime, chaque année j'essaie, alors ça faisait un moment que je l'avais pas fait, mais ça y est, je suis retournée faire des voyages. Et dans les voyages, aller un peu loin, changer de son quotidien et de être plus dans un univers qu'on a l'habitude qu'on connaît. Ça permet d'ouvrir son esprit et d'avoir des inspirations autres. C'est intéressant aussi. Et puis, j'allais dire, l'art en soi donne aussi des inspirations. Tout peut être source à inspiration dans la vie quotidienne. D'accord. Et alors justement, vous parliez de voyage. Vous êtes déjà peut-être allé au Japon pour découvrir un peu plus en détail cette technique? J'ai pas eu cette chance. Ah, ça viendra peut-être, qui sait? Ça viendra, oui, j'espère. Non, j'ai pas eu encore cette chance, mais c'est vrai que c'est un projet dans la tête. Eh bien écoutez, on vous le souhaite en tout cas. Sabine, oui. Écoutez, le temps passe très très vite. Malheureusement, il est grand temps de se quitter. Avant de vous laisser, j'ai tout de même une dernière question à vous poser. Où peut-on vous retrouver? Est-ce que vous avez éventuellement une page Facebook, un site internet, peut-être même des événements de prévus pour les prochains jours? Alors, j'ai une page Facebook qui s'appelle Terre de Lune, donc on peut la trouver facilement. Après, j'ai un site internet. Sur la page Facebook, c'est marqué, mais autrement, c'est pareil. Vous tapez Terre de Lune et je suis installée au Chauffour, qui est à côté d'Issoire, dans le Puy-de-Dôme. Et après, oui, je vais commencer à sortir dès ce week-end. C'est ma première sortie de l'année. Alors, je fais beaucoup de marchés de potiers, donc je vais faire un marché de potiers. Alors, par contre, c'est pas dans la région, c'est en région parisienne. Je serai à Arpajon. Et autrement, dans la région prochainement, fin mai, il y a un marché de potiers à Bord-l'Étang, qui est dans le Puy-de-Dôme. Et c'est vrai que je sors beaucoup, mais là, j'ai peu de marchés dans le Puy-de-Dôme, ou le Haute-Loire, Cantal, ou même l'Allier. J'en ai pas à vous proposer. Mais je commence à avoir toutes les réponses qui arrivent, parce qu'en général, on pose nos candidatures en début d'année. Et là, les réponses arrivent. Donc, je vais mettre tout le programme sur la page Facebook et sur le site internet. Donc, si vous allez faire un tour, vous verrez toutes mes sorties. Et autrement, j'ai mon atelier où on peut venir sans souci à l'atelier et passer voir. Et j'ai 2 boutiques associatives où je suis, à Besse-en-Chandès et à Brioude. Et là, pareil, donc on fait des gardes mutuellement, puisque c'est collectif. Et il y a plusieurs artisans en plus de moi, donc c'est intéressant aussi. Eh bien écoutez, en tout cas Sabine, une chose est sûre, c'est qu'on a passé un très agréable moment avec vous. Chers amis auditeurs, n'oubliez pas son nom, c'est Terre de Lune, si vous souhaitez la retrouver sur les réseaux. En tous les cas, on vous dit à très bientôt, vous revenez quand vous voulez, on sera ravis de vous accueillir à nouveau pour échanger au sujet du racouf. Merci beaucoup Jérémy. Avec grand plaisir. À très bientôt. Et nous on continue avec un morceau parfaitement raccord avec cette interview, puisqu'il s'agit de Johnny Hallyday avec une poignée de terre justement.